vouloir créer des règles pour ce qui arrive dans le futur. C'est en cours. Le problème de la législation, c'est qu'aujourd'hui, elle est adaptée à l'homme et à son activité humaine. Elle n'est pas du tout adaptée à l'activité d'un robot. Et tant qu'un robot, pour l'instant en tout cas, il est piloté par un être humain, ça reste de l'utopie. Mais c'est vrai que les questions des États se posent, mais pas seulement les États, les entreprises aussi. Tout le monde se pose ces questions-là, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces robots? Aujourd'hui, on est tellement pris de court que le législateur, il est pris aussi de court. Et c'est pas nouveau. La voiture autonome, ça a été le cas. Ils ont mis la voiture autonome sur la route, et le premier accident est arrivé, et là on a fait qui est responsable? Le robot, celui qui a fait le robot, celui qui a fait la voiture, celui qui était au-dessus encore du robot. Enfin bref, ça pose des gros problèmes. Une des questions qui se pose et qui devient de plus en plus actuelle, c'est est-ce qu'il faudra-t-il fiscaliser l'économie numérique? Ça, c'est une question étatique, quoi. Le jour où les robots ont remplacé l'homme, qui c'est qui remplace le contribuable? Le robot. C'est vrai que si on commence à fiscaliser les robots, ça veut dire qu'on fiscalise l'investissement et qu'il n'y a plus d'incitation à investir. Donc, mais c'est une réflexion qui existe actuellement, qui est fondamentalement étatique, quoi. C'est vrai que le jour où il n'y a plus personne qui bosse, et que la valeur ajoutée, la productivité, elle vient essentiellement des machines, c'est des questions effectivement qu'il faudra se poser. Il y a peut-être aussi une question sur les normes en soi. Et ça, ce n'est pas vraiment le rôle du législateur ni le rôle de l'État de le faire. Il y a des associations justement de normalisation qui font également un travail, qui essayent de développer quelque chose de standard, en tout cas pour tout le monde. Alors, vous avez raison. Donc, il y a par exemple, je prends l'exemple du blockchain. Tout le monde peut-être a entendu parler du Bitcoin. Ok. Donc, le Bitcoin aujourd'hui est quelque part un peu sous l'emprise chinoise, pour une raison très simple, c'est parce que le mode de fonctionnement, en tout cas, du blockchain et du Bitcoin est basé sur une puissance de calcul très forte. Donc, plus vous mettez des serveurs, par exemple, informatiques, et plus vous avez une chance, justement, d'amener de l'argent. On va dire ça comme ça, pour être très simple. Donc, forcément, plus vous avez d'argent, plus vous avez la possibilité d'amener de l'argent. Alors, après, donc, soit les États, à ce moment-là, rentrent en matière, c'est parce qu'il y a des États aussi qui sont un peu des États opportunistes, qui vont aller également dire, quelque part, je n'ai pas besoin de réguler quoi que ce soit, parce que le marché se régule par lui-même, mais ce n'est pas forcément, en tout cas, le cas aujourd'hui. Il y avait une question. Oui, est-ce qu'on a une estimation du pourcentage de la part de marché, enfin de développement que va appliquer l'industrie elle-même de la robotisation, le développement, la fabrication, l'implémentation de la robotique? Ça va évidemment créer des emplois. Et est-ce qu'on a une idée de comment tout ça va jouer? Ceux qui vont disparaître, évidemment, et ceux qui vont apparaître en termes d'emploi. Taylor ou Ford. Enfin, je sais pas, c'est Taylor ou Ford. Faut choisir. Ouais, c'est la même chose. C'est la même chose. Quand Ford a lancé le modèle T, c'est exactement la même chose. Combien d'emplois vont être créés ou pas il y a plus d'emplois créés. Exactement. Donc probablement que dans les robots, quand ils vont apparaître, probablement qu'il faudra des gens pour venir les entretenir. Probablement qu'il y ait des nouveaux métiers, et Naoufel en parlait, qui vont apparaître aussi. Le quand, c'est difficile encore à dire. Mais c'est vrai qu'on pourrait imaginer une assurance maladie qui, dès demain, vous propose de louer un robot pour venir vous aider quand vous cassez un bras ou une jambe. Mais qui viendra réparer le robot qui sera malade? C'est là où ça devient intéressant. L'industrie elle-même, construire de nouveaux robots. Exact. C'est une immense chaîne qui est nouvelle, vers laquelle on va. Est-ce que ce sera un robot qui vient réparer l'autre robot? Ça aussi. C'est là où c'était l'enjeu, jusqu'à... voilà. On avait la question de l'emploi tout à l'heure. Il y a une enquête qui a été menée en Grande-Bretagne sur plus d'un siècle sur le nombre d'emplois à travers les différentes révolutions ou évolutions industrielles. Et je crois que sur plus d'un siècle, il y a une création d'emplois, une création nette d'emplois, malgré tous les progrès technologiques qui est assez important. Je crois qu'on était à plus de 12%
entre les deux moments, c'était fin du 19e siècle et 2014, je crois. Je vais juste peut-être donner un avis, ce n'est pas vraiment quelque chose de factuel, mais je pense que je reviens sur la notion de peur. Hein. Donc si on a peur et qu'on se met un peu comme une autruche, et puis on fait semblant de ne rien voir, ça va venir comme un tsunami, ça va nous envahir et puis on va disparaître. Hein. Donc je pense que l'îlot suisse va... Enfin, je n'imagine même pas comment ça va être après. Et je pense qu'on est dans une situation d'opportunité parce qu'on a une chance, parce qu'on a vraiment également des gens très bien formés, on a des entreprises aussi qui sont très bien éduquées parce que voilà, enfin on le voit très... De belles entreprises aussi de la région de Lémanie qui sont non seulement intéressés, mais qui développent également l'innovation. Je pense qu'il y a aussi un moteur qui est extrêmement important, c'est que là-dedans, il y a un terrain fertile pour développer de l'innovation, pour aller très loin, et je pense que cette opportunité, il faudrait la saisir. Ça va créer justement des emplois. Donc, pas seulement en tout cas pour le développer, mais encore une fois, ça va générer également d'autres métiers, parce que quelque part, c'est une chaîne qui va continuer à se développer. Et ça va, encore une fois, aujourd'hui, il y a des métiers qui vont disparaître, mais d'autres qui vont réapparaître, ou apparaître simplement. Et je pense qu'on est dans cette optique-là. Donc il faut aller là-dedans avec optimisme, avec clairvoyance, à mon avis, parce que de toute manière, c'est notre futur. Je le disais tout à l'heure, dans mon exposé, toutes les révolutions industrielles ont débouché sur plus d'emplois après qu'avant. Donc c'est une évidence, mais ce n'est pas les mêmes. Clairement, que vous avez tous dans votre voiture, que vous regardez le tableau de bord que vous avez aujourd'hui et ceux que vous aviez il y a 10 ans, c'est pas du tout la même chose. Quand vous allez au garage, on plug votre voiture et puis on fait un check électronique. C'est pas les mêmes personnes, c'est pas les mêmes compétences qui sont nécessaires. Donc on voit que les emplois évoluent. Et pour moi, je trouve que c'est vraiment une opportunité extraordinaire pour la Suisse, par exemple, qui est un pays à très haut niveau intellectuel et de compétences. Et moi, j'imagine qu'il y aura plutôt une réindustrialisation de la Suisse grâce à toute cette industrie 4.0. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'activités qui sont parties de la Suisse dans des pays à niveau de salaire bien plus faible, mais ces gens-là, ils peuvent travailler que 24 heures sur 24. Avec les machines, vous pourrez en faire encore plus et mettre plus de machines sans autres. Donc ça signifie qu'on peut avoir des activités qui tourneront tout le temps. Et les seules personnes qui devront être actives, c'est des gens à très haut niveau de compétences et qui seront là pour réparer les machines ou les programmer ou les configurer. Et de ce fait-là, moi je suis convaincu qu'il y a toute une série d'activités qui vont revenir de pays à bas niveau de salaire dans notre pays, où on aura la capacité justement à mettre en place ces machines, à les surveiller, à les configurer. Donc pour moi, je vois plutôt une réindustrialisation de toute une série d'activités chez nous. Quand vous imaginez des produits comme fait Nespresso, c'est un processus industriel extrêmement complexe, mais qui est totalement automatisé. Quand vous visitez les usines, il y a très peu de monde qui y travaille, et c'est le cas dans de plus en plus d'industries, mais c'est des gens qui sont à très très haut niveau de compétences, et ces gens-là, c'est justement ceux qui sont formés chez nous. Donc pour moi, je vois plutôt ça comme une très belle opportunité. Mais à part ça, il y aura des dégâts en cours de route, quoi. Il y a des gens qui vont s'en aller, d'autres qui devront se reformer. Et puis c'est vrai que quand on est formé dans un certain domaine et qu'il faut totalement changer d'activité, c'est un peu compliqué. Mais la Suisse a au moins la chance d'être riche et on pourra accompagner ce changement. J'aimerais bien faire un commentaire sur ce point, parce que j'aimerais bien donner un autre aperçu. Dans le sens où mon métier, c'est d'être responsable d'externaliser les services, et à très très grande échelle. On parle de 6000 personnes. Ces services, toutes les entreprises suisses et internationales les externalisent. Et on les externalise au nôtre, typiquement à Bangalore, ou au Bangladesh, ou aux Philippines. Ces gens-là, quand on les côtoie, ils sont excessivement intelligents, excessivement diplômés. Autant que les Suisses. Alors maintenant, il faut comprendre que pour moi, qui suis dans cette dynamique, le robot, c'est pas forcément un robot physique, c'est un software. Sur le marché du software, c'est quoi? C'est les États-Unis et le développement en Inde.
c'est pas la France, c'est pas l'Espagne, c'est pas l'Italie, et c'est pas la Suisse. Donc il faut bien comprendre qu'il y a quelque chose à saisir, mais où exactement? Parce que toute la production, tout le développement du software, toute l'écriture du software, c'est en Inde, à Bangalore, ou dans d'autres villes comme les banlieues de New Delhi. Et on parle de centres de développement, mais immenses. On n'a même pas idée de ce que ça peut être en étant en Suisse, ici à Lausanne. Et les gens qui financent ça, c'est des Google, c'est des Amazon, c'est des sociétés comme Apple. C'est des gens qui vont prendre le pouvoir. Et derrière, il y a des sociétés très intelligentes qui sont aperçues de ce gisement, qui sont les implémenteurs, les intégrateurs. C'est Accenture, c'est Capgemini, c'est Deloitte, c'est KPMG. Donc nous, la Suisse, on se situe où exactement dans tout ça? Et je ne sais pas, c'est une question que je me pose et j'aimerais bien savoir si ce sont des financiers suisses qui aiment prendre du risque et qui ont comme appât du retour sur investissement. Est-ce que ce sont des écoles qui vont développer des liens avec les Indiens, avec Bangalore, typiquement? Je ne sais plus trop où on se situe entre l'excès d'optimisme, la réalité des choses. Je ne suis pas un défaitiste, loin de là. J'ai eu l'occasion de faire plein de bonnes choses et je vais continuer. Mais on se situe où en Suisse par rapport à cette dynamique du développement du software qui n'est pas en Suisse, qui n'est pas en Europe, ou enfin, moins qu'ailleurs? Merci pour la question. Est-ce que quelqu'un a une réponse, une contribution à amener sur ce point de vue? Je ne suis pas Pékin, mais quand je regarde le développement de Google, rien qu'à Zurich, je me dis qu'il y a encore un potentiel assez extraordinaire. Quand je vois ce qui se fait à l'EPFL, les mandats qui leur sont confiés, je reste quand même optimiste. Mais c'est une réalité que l'Inde a réussi, et les Hindous ont des capacités dans ces domaines qui sont gigantesques, mais qui c'est qu'en profitent? Ce n'est pas forcément les Hindous, c'est ceux qui utilisent ces compétences. Je me rappelle aussi qu'à une certaine époque, quand Swissair avait complètement délocalisé toute sa gestion des billets, ben aujourd'hui on ne parle plus de billets, aujourd'hui tout est électronique, vous imprimez tout ceci chez vous, donc il n'y a plus cette nécessité même de sous-traiter ce genre d'activité. Puis dans l'informatique, il y a ceux qui font le code, mais je dirais que ce n'est pas la partie la plus intéressante et la plus noble dans le travail informatique. La partie la plus noble, c'est de comprendre le besoin du client, puis pour ça, il faut être proche culturellement de son client. Donc toute cette partie-là, qui est de comprendre ce que veulent les gens et de savoir ce qu'il faut proposer comme application, c'est quand même des gens qui sont proches des clients et qui sont ici. Ensuite, de faire le code, ben, ça peut se sous-traiter effectivement. De faire des lignes de code, c'est comme de faire un processus industriel. Et puis ensuite, quand il s'agit de revenir avec une application et puis de faire en sorte qu'elle colle aux besoins du client, ben, de nouveau, il faut des gens qui comprennent ce que veulent les utilisateurs. Et puis, il faut adapter l'application à ce que font les gens. Donc, il y a quand même toujours des gens qui doivent être à proximité des clients pour justement les comprendre et puis ensuite installer ce qui est nécessaire. Donc, sans dire que je suis trop optimiste, je pense quand même qu'ici en Suisse, on a ce savoir-faire, cette volonté de travailler, et moi c'est ce qui me rend optimiste. Je vais peut-être rebondir là-dessus, parce que nous, le soft, il est fait en Suisse. Nous, on fait tout faire ici. On a le savoir-faire, les compétences, il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs. C'est vrai, par contre, que le langage qu'on utilise est un langage plutôt américain, bien sûr, parce que le PHP, ça n'a pas été inventé par des Européens, on est d'accord, mais à part ça, tout le reste est fait ici. Donc le savoir-faire, les compétences, on les a ici. On a pensé aller le faire en Inde, avec un énorme problème en Inde. Première chose, c'était d'exprimer notre besoin de façon claire, qui est dans un problème logistique qui est très complexe, à des personnes qui derrière vont développer, mais si on oublie de dire, c'est comme dans La vérité si je mens, si j'oublie de dire qu'il y avait un zip sur le blouson, j'aurai le blouson sans zip. Et après, refaire un soft pour leur redemander le zip, il fait ah, ding, 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 ding. Alors, je parle très mal l'hindi, je les adore, hein. J'adore tout chez eux, franchement c'est génial, mais nous on a préféré être proche de nos clients, le faire avec nos langages, nos moyens, et finalement, la valeur ajoutée là où elle est, c'est que on fait tourner l'économie suisse avec des robots qu'on a créés aussi. On a aussi nos robots qu'on a créés ici.
On n'est pas allé chercher ailleurs, mais notre savoir-faire, il est quand même là. Et ce qui est très fort en Suisse, c'est notre capacité quand même, je dirais, à transformer. On est des super transformateurs. On transforme rien presque en or, j'ai envie de dire. Donc c'est vrai que, par contre, on va aller certainement faire des travaux en Inde et récupérer le travail qui a été fait pour nous le valoriser. Ça c'est ce qu'on sait faire, à mon avis. Après, je vais me tromper. Encore une question. Vous avez parlé de l'Afrique, effectivement. Alors, dans cette société que vous décrivez et que vous développez, où va rester l'Afrique dans ce développement propre? Autrement, où va rester l'homme? Je dirais, si on crée une artificielle égale à l'homme, qui va être le garde-fou de cette création? Et puis l'homme, qu'est-ce qu'il va vraiment? Je ne parle pas de peur, faire le travail forcément, mais l'homme proprement dit. Et vous savez, j'ai dit avant pour les soins, justement c'est un autre contexte, c'est le contact avec le patient. Mais aujourd'hui c'est le contraire qui se passe effectivement dans les soins, parce qu'il y a d'autres paperasses. Donc effectivement là, je ne vois pas très clair, effectivement, qu'est-ce que l'homme va encore faire dans toutes ces intelligences énormes, extraordinaires, mais l'homme va finalement, j'ai peur pour l'homme parce que l'homme n'est pas très intelligent. S'il n'est pas intelligent, donc... Alors je vais essayer de répondre, ça fait beaucoup de questions en même temps. C'est intéressant, hein, on aurait pu faire un débat rien qu'avec vos questions. Alors pour l'Afrique, il y a quelque chose d'extraordinaire chez eux, c'est qu'ils partent sans le papier. Ils ont une chance inouïe, c'est qu'ils n'ont pas de papier. Donc ils vont directement passer à l'ère de la digitalisation et directement à l'ère du numérique. Et on le voit, c'est que les échanges qui se font aujourd'hui avec les paiements moyens de ce petit truc qui est sur cette table-là, ça va à une rapidité, une efficacité, c'est juste phénoménal. Il y a une avancée chez eux qui est beaucoup plus rapide que chez nous. Nous, on a un frein avec le papier, on en parlait tout à l'heure. Comment je vais digitaliser mon entreprise? Par quoi je commence? Est-ce que c'est mes documents comptables? Peut-être pas. Est-ce que c'est mes contrats? Je ne sais pas. Peut-être le bottin, ça a déjà été fait. Là, ils n'ont rien. Ils n'ont même pas de bottin téléphonique. Donc, c'est beaucoup mieux. Ensuite, par rapport à l'homme et la médecine, il faut savoir que les robots médicaux, qu'on voit apparaître de plus en plus pour les opérations de type appendicite ou autre, sont beaucoup moins intrusives sur le corps humain. Et il y a une rapidité de récupération après qui est beaucoup plus importante, donc ça coûte moins cher d'un point de vue santé. Bon, après, il faut expliquer ça à Berset, pourquoi ça ne marche pas. Mais ça, c'est un autre problème, on est bien d'accord. Hein. Je ne suis pas là pour ça non plus. Mais, oui, on est d'accord. Mais c'est vrai que les coûts de la santé explosent alors qu'on essaye de les réduire grâce aux robots. Donc, c'est un dilemme. Par contre, le côté anamnèse restera. Le médecin continuera à la faire. Je ne vois pas ça disparaître du jour au lendemain. C'est clair. Par contre, des diagnostics de bobologie où vous surchargez le 144 ou les urgences alors que c'est simplement un rhume des foins, je pense que là, ça vaut la peine d'utiliser le robot. Je pense que l'intelligence artificielle a un plus. Par contre, c'est vrai qu'un nouveau-né, quand vous posez des questions, et je trouve que la série Dr House est vraiment bien faite, c'est justement toutes ces maladies qui sortent, et là, on peut utiliser Watson, parce que là, on peut trouver des diagnostics. La dernière chose, je l'ai oublié, je suis désolé, c'est l'homme qui n'est pas intelligent. Oui, il est stupide l'homme, mais en fait, on cherche à être meilleur. Enfin, j'ai envie de dire, moi aussi. Enfin, j'y participe, enfin, j'espère. Enfin, je ne sais pas si vous êtes là, j'espère que vous êtes plus mieux qu'avant. Enfin, c'est tout le débat du jour. Après, l'intelligence se mesure à la hauteur de sa bêtise, et moi, je suis vraiment pas là pour ça. J'aimerais revenir sur l'Afrique. Je ne sais pas si vous connaissez un concours qui s'est déroulé récemment dans le canton de Vaud, c'est Seedstar World, où effectivement c'est une dame qui parcourt le monde pour aller chercher des startups dans les pays en voie de développement, et effectivement montrer un petit peu ce qui se fait un petit peu partout, et c'est étonnant de voir les projets de startups en Afrique, justement. C'est vraiment un continent qui bouge énormément, avec justement cette chance que eux, ils n'ont pas tout ce passé que nous avons, nous. Ils n'ont pas toute cette paperasse, tous ces processus informatisés. Ils commencent directement avec le mobile et des applications qui sont beaucoup plus simples, sans chercher justement à informatiser le complexe. Ils vont pas si loin, ils vont directement aux besoins. Et de ce fait-là, moi, je vois du côté Industrie 4.0 un potentiel en Afrique qui
qui est intéressant. Il restera toujours le problème, c'est que personne ne veut investir en Afrique, et si on n'investit pas, il n'y a pas de sous, donc c'est vrai qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui nécessitent des moyens, et c'est là que je vois un problème en Afrique. Par contre, maintenant juste pour revenir aussi à votre autre thématique qui était « Qu'est-ce qui reste de l'homme ?» Moi j'aime bien cette image. Vous êtes dans une voiture connectée, vous êtes en train de lire le journal, donc vous ne regardez pas. Et puis, tout d'un coup, vous arrivez à un carrefour, il y a un camion qui débouche devant vous. Et puis à côté, il y a une dame qui est en train de traverser la route avec sa poussette. Que va faire la voiture connectée? Est-ce qu'il ira faire une collision avec le camion? Ou bien est-ce qu'elle ira faire une collision avec la dame et sa poussette? Et c'est là que revient l'homme. Et c'est là, cette nécessité, on ne pourra pas aller trop loin. Il faudra toujours garder une certaine éthique. Et il faudra décider, est-ce que je renverse la maman et sa poussette, ou bien je vais m'encastrer dans le camion? Et ça ne sera pas un choix, c'est pas un choix qu'on peut informatiser et décider c'est comme ça ou c'est comme ça. Et ça, l'homme, il va devoir rester. Il y a toute une série de choses pour lesquelles on ne peut pas imaginer de se dire, il y a un algorithme qui va dire ce qui va se passer. Et pour moi, ça, c'est vraiment l'image. Donc on voit que l'homme va rester. C'est pas possible autrement. Je ne peux pas imaginer une société où il y a plus d'humains. J'y crois pas. Voilà. Est-ce qu'on a une dernière question encore? Je vais juste rebondir sur... Permettez-moi. Il y a un sociologue qui a défini l'homme il y a peut-être quelques centaines d'années, justement, qui disait que l'homme est un animal social. C'est comme ça qu'il avait défini l'homme, justement. Et aujourd'hui, je pense qu'il va falloir revoir cette définition, parce que c'était une comparaison entre l'homme et l'animal. Aujourd'hui, on peut faire aussi des comparaisons entre l'homme et la machine, entre guillemets. Et à mon avis, il est temps peut-être à ce moment-là de réfléchir sur comment est-ce qu'on pourrait définir la valeur ajoutée de l'homme comparée à une machine, en prenant en considération tout ce qu'on a discuté aujourd'hui. Merci, c'est encourageant. Alors, est-ce qu'on s'arrête sur cette belle maxime philosophique, ou est-ce qu'il y a encore une question qui m'a rejoint? Merci beaucoup à nos trois orateurs, et j'appelle maintenant Maxime, qui va venir nous parler un petit peu de la Fondation et de son comité directeur. Bonjour à tous. Alors j'adore parler en public, pour ceux qui me connaissent. Alors tout d'abord, merci beaucoup de votre présence à tous. Merci aux personnes invitées ce soir pour parler de ce sujet qui est la robotisation dans notre société, et d'en avoir débattu après. Tout d'abord, je voulais dire que j'étais comptable. Et au nom de la Fédération Suisse des Comptables, du coup on n'est pas très content. Alors j'espère qu'on a des compétences cachées, voilà, pour avoir du boulot demain, parce que voilà, je repars un peu une main devant, une main derrière, un peu inquiet, voilà. Et puis je pense que du coup, dans l'exemple de monsieur au Carrefour justement, on aura toujours besoin de comptables, et c'est les comptables qui prendront ces décisions-là. Voilà. Du coup, un petit mot sur le comité. Le comité, il a été créé en 2016, donc à l'été dernier, il y a un petit peu plus d'un an maintenant. Ce comité, il a deux missions. C'est la création d'événements, et plus précisément d'afterwork talks, comme celui-ci. Donc c'est le choix d'une thématique d'actualité qui nous tient à cœur. C'est l'invitation d'intervenants voilà, pour parler de ces thématiques et des débats orientés comme ceci. Donc merci encore à vous. Ce sont des rencontres, et puis aussi c'est l'occasion de vous faire découvrir des endroits comme celui-ci. Donc merci à Chorus, encore une fois on peut les applaudir, je pense. Merci pour leur accueil chaleureux. On a créé notre premier événement, c'était il y a un peu plus de 3 mois maintenant, sur le bien-être au travail. On a accueilli un peu plus de 90 personnes au coworking de Lausanne qui s'appelle Gotham, qui a ouvert ses portes cette année. On était très contents et c'était très encourageant pour la suite. On
espère au prochain événement vous intéresser, vous faire découvrir d'autres endroits comme celui-ci. La deuxième mission du comité aussi, c'est de favoriser le dialogue, le lien et le partage intergénérationnel en combinant donc l'expérience des seniors et le point de vue et la vision novatrice des juniors. Voilà. Ce comité est composé de la belle Delphine Assus qui est au fond, on peut l'applaudir. Les deux seniors, Henri Magistretti, Virgile et Christophe, et moi-même plus récemment, on peut les applaudir, voilà. Vous pouvez nous suivre sur le site de la Fondation AA, bien sûr. On peut remercier encore Muriel Faverger. Je vais en parler. Voilà. Et vous pouvez nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Je vous invite maintenant à aller partager l'apéritif à côté. Ah oui, il y a Muriel qui veut nous dire un petit mot d'abord. Juste après ce petit mot, donc, on va pouvoir faire une petite session de rencontre autour de Drink and Food que propose Chorus. Mais tout d'abord, Muriel. Merci à vous. Je remercie vraiment tous les intervenants et aussi Mathieu, parce que c'était la première fois qu'on avait la chance d'avoir la presse avec nous, et je souligne que c'est quand même grâce aux jeunes que Mathieu, et notamment à la sœur d'Henri Magistretti, que Mathieu est venu modérer. Donc merci beaucoup, on vous applaudit. Alors moi j'avais juste une réflexion par rapport au thème de ce soir. Je me suis toujours dit, même s'il y a des robots, il y a une chose en tout cas qu'on devra articuler comme il faut, c'est les modes collaboratifs. Et ça c'est une des missions de la Fondation au niveau intergénérationnel, c'est de pouvoir trouver déjà des modes de synergie et d'alliance entre les générations qui font du sens dans ce changement de paradigme sociétal qu'on est en train de vivre. Parce que je crois qu'on a vu aujourd'hui, c'était pas des robots, c'était pas de l'intelligence artificielle très développée. Le beamer nous a lâché 3 fois, ce sera marqué dans les annales. Mais on a quand même besoin d'un Virgile qui se bouge les fesses, qui monte à Chailly pour chercher le beamer de remplacement, et d'un Henri. Voilà. Bon bref, alors je voulais juste vous signaler que s'il y a une soirée à ne pas manquer dans le cadre de la Fondation, c'est bien celle du Petit Noël qui aura lieu le 7 décembre vers 17h30 au Mirabeau de Lausanne. Et on a déjà plus de 60 inscrits parce que c'est un espace très particulier. On ressuscite en guillemets, non pas les beamers, mais les salons littéraires et artistiques d'antan. En hommage d'ailleurs à l'arrière-grand-père de mon mari qui se trouve au fond de la salle, qui s'appelle Monsieur Mermot, qui est un bon vaudois et qui a accueilli en son temps Picasso, Stravinsky, C.F. Ramu, etc. Et qui avait cette intelligence justement de mélanger les cercles, parce que dans ce changement de société qu'on est en train de vivre, c'est important de ne pas se retrouver que entre développeurs, IT managers, ou que chefs d'entreprise, ou que femmes, ou qu'hommes, ou que vieux, ou que plus jeunes, mais c'est justement de mélanger ce cocktail de compétences, de cerveau et d'expertise. Et dans le cas de ce petit Noël, on va tendre la main de façon contemporaine vers une très belle association qui s'appelle Pour un sourire d'enfant, dont certains peut-être ont entendu parler, puisqu'ils ont sorti un film magnifique qui s'appelle Les Pépites, sur ces anciens petits chiffonniers, alors qu'ils ne se posaient pas trop la question de savoir si l'être humain était à sa place ou pas, parce qu'ils se trouvaient sur des décharges. Et la décharge de Phnom Penh a fermé grâce au fabuleux travail d'un couple qui s'est lancé à 60 ans. Ils ont rêvé de vraiment aider ces petits-enfants, et ces petits-enfants, ils demandaient quoi? Ils demandaient juste un repas par jour. Pour certains d'entre eux, ils avaient 4 ou 5 ans. Et donc cette association, on a été la visiter sur place avec mon mari cette année, on a été très émus du fabuleux travail qu'ils font, et ils vont venir présenter cette œuvre le 7 décembre à 18h30, donc c'est l'occasion de découvrir ça, c'est l'occasion aussi de venir découvrir un couple qui est fabuleux, aussi, qui sont passés au Montreux Jazz. Il s'appelle Imelda Gaps et Clyde Phillips, puis il y a tout un programme qui est là. Donc allez vous renseigner sur le site, allez vous inscrire parce que bientôt il ne restera plus de place. Voilà, c'était ma minute promo. Alors j'aimerais encore qu'on fasse un gros applaudissement pour tous les jeunes, parce que la soirée entière a été organisée et promue par eux. Voilà, j'aimerais qu'on les applaudisse.
passer à côté.